Alors, bonjour, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à une autre émission de Derrière l'image à Radio Centre-Ville. Toujours 1 heure de cinéma à chaque semaine. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Guy Ménard. Bonjour Pierre. Guy, donc Pierre Pajot, Guy Ménard. Aujourd'hui, nous avons le bonheur, le plaisir de rencontrer le cinéaste Théo Angelopoulos dans le cadre d'un hommage qui lui est rendu à la Cinémathèque québécoise, mais il faut dire en collaboration aussi avec le restaurant Miros, qui joue un rôle de, j'ai bien compris, de partenaire très important dans cette activité. Alors voilà. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bon séjour à Montréal. Oui. Vous êtes devenu un habitué maintenant. Vous aimez Festival Montréal, des films du monde. Oui. Ben, je viens, avec chaque film, je viens à Montréal. Oui, hein? C'est vrai. Depuis des années. Oui. Donc, je suis un habitué, je connais Montréal, c'est pour ça que je ne bouge pas. Parce que j'ai déjà tout vu. En fait, comme nous avons 1 heure, moi j'aimerais ça revenir à vos débuts. Hein? Parce qu'on mentionnait tantôt, bon, j'ai lu que vous étiez issu d'une famille de commerçants, des gens de la classe moyenne, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début, vous deviez devenir finalement maître, vous étiez en droit. Avocat. Oui, parce que la famille, c'était la famille. Et comme j'avais un oncle qui n'avait pas d'enfant et c'était un grand avocat. Il y avait un bureau prêt. OK, qui aurait pu vous accueillir. Presque une fortune offerte. Ah, donc on vous offrait comme un emploi, là, c'est ça. Alors, il m'a dit, alors, tu viens, tu prends le bureau, là. Moi, j'ai commencé le droit, la faculté de droit, mais j'allais pas très souvent. Vous étiez un mauvais élève. Oui, délinquant. À l'époque, le cinéma commençait à 10h du matin. Alors, j'allais au cinéma le matin. Bon, de temps en temps, j'allais à l'école, c'est-à-dire à la faculté, pour voir le droit pénal, le droit administratif, tout ça. Mais ça ne m'intéressait pas du tout. Ceci dit, presque je terminais le droit à la faculté. Mais là, quand j'étais au diplôme, mon père est tombé malade. Et j'ai dû abandonner un peu pour être prêt. La famille. Et puis, dès que la situation s'est améliorée, je suis parti en service militaire. Mon idée, c'était de faire du cinéma. Déjà, à ce moment-là. Mais il fallait faire le service militaire pour être libéré et partir. Et dès que le service militaire s'est terminé, je suis parti en France, à Paris, qui, comme vous le savez bien, les années 60, c'était une époque magique, vraiment. Oui. Je pensais de me trouver dans la cour des miracles de Victor Hugo. En plus, l'air, c'était... Les gens lisaient des livres, les jeunes gens s'embrassaient dans la rue, et une atmosphère de fête, presque. Et aussi toutes les idées, oui. Soit politiques, soit tout ce que vous voulez. Moi que j'étais intéressé à la philo, etc., j'ai fait 1 année de philo, là, au début, quand je suis allé. Naturellement, je suis parti avec un billet. Je n'avais rien d'autre. OK. Pas de retour, là, à ce moment-là. Pas encore de retour. Un billet, c'est tout. Pas beaucoup de sous. Pas d'argent, rien. J'habitais une maison à Livry-Gargan, presque une ruine, qui était la maison de mon professeur de français, qui n'habitait pas la maison. Et alors, chaque jour, j'allais à Paris. Je marchais 10 km chaque jour pour aller à Paris. Il a monté les 2 escaliers de notre radio. Là. Bon, alors, c'était une époque magique, vraiment. Et puis, le cinéma, c'était
une explosion du cinéma extraordinaire. C'était la nouvelle vague, Mhm. cinéma novo brésilien, c'était le printemps de Prague, Ouais. et c'était tout. Mais étiez-vous un grand cinéphile à ce moment-là? Est-ce que vous alliez souvent au cinéma? Oui. Oui, hein? Oui, oui, je voyais, c'est-à-dire le premier film de Godard que j'ai vu, je l'ai vu dans un cinéma qui passait 2 films policiers, c'était À bout de souffle? à bout de souffle, 2 films policiers chaque séance, et où ils allaient, les gens qui partaient de l'école, hein, Mhm. ils partaient de l'école, ils n'allaient pas, il y avait des jeunes écoliers, ils allaient au cinéma. Ou alors des petits professionnels qui entraient aussi avec leurs prévisions dans Mhm. ce cinéma. Il n'y avait que 2 hommes. Et alors, c'est là où j'ai vu À bout de souffle. C'est là aussi que j'ai vu des grands films américains, Oui, oui. Casablanca, Des tout grands ça, classiques. tout ça, voilà. Et de cette époque-là, c'est toujours difficile, là, mais quel film vous avez vraiment touché au point de dire Ouais. que là, vous êtes devant une œuvre majeure? Ouais. Un film qui vous aurait... Un film qui vous a marqué? Je ne dis pas qu'il va influencer votre carrière, là, mais en tant que Ouais. spectateur qui avait un Ouais. choc émotif. Là. C'était Touch of Evil de Orson Welles, Ah oui? Et pourquoi? La soif du mal. La soif du mal. Et Ah pourquoi? ouais. Orson Welles. Bon, mais... Vous vous rappelez comment ça Ouais, commence? ouais, Ça la commence fameuse en séquence, ouais. écoute, c'est extraordinaire le plan de... Mais est-ce que C'est là... un grand plan séquence. Oui, le grand plan séquence. Donc, est-ce que le goût pour les plans séquences vient de Touch of Evil? Je sais pas. On sait peut-être pas. Il y a Je ne peut-être... sais pas, peut-être. Et... Peut-être non, mais ça vient surtout de la littérature. Moi, avant d'aller au cinéma, j'écrivais, j'ai publié, etc. D'ailleurs, ça, c'était la raison pour laquelle j'ai trouvé tout de suite du travail en France, parce que à l'ambassade, il y avait un homme qui était un écrivain. J'avais lu ce livre, c'était une trilogie très intéressante sur la période de l'occupation allemande en Grèce, surtout pour les étudiants de cette époque. Et alors je suis allé le trouver, je lui ai dit, il m'a dit comment vous appelez? Mhm. Je lui ai dit mon nom. Il a dit, Théo. mais vous écrivez des poèmes? J'ai dit oui. Allez-vous publier des poèmes dans les revues, etc. Il m'a dit, mais on s'est demandé qui est ce jeune poète, etc. Il a tout de suite me trouvé une place à la cité universitaire et un travail. C'est bien. Comme ça, j'ai commencé là. Mais à la Sorbonne, j'ai fait la philo, j'ai fait Lévi-Strauss. Mhm. J'ai fait aussi Sadoul et Mitry Mhm. dans à l'Institut de filmologie, Filmologie. à l'intérieur de Sorbonne. Et l'année après, c'était l'IDEC. L'idée, pour faire du Mais cinéma. moi, je fais presque une promenade pour entrer à l'IDEC parce que je connaissais tout. Et donc, comme on disait tantôt, vous entrez dans cette école qui est quand même assez prestigieuse à l'époque, il faut le dire. Et là, vous quittez, vous êtes renvoyé. Oui, j'étais renvoyé parce que là, quand on a fait au début, on a fait un documentaire. Chacun a fait un documentaire. C'était la pratique de l'école. Mhm. Et là, et le film, le premier film qu'on devait faire, c'était un film sur un petit scénario, un film de 3 minutes, sur le plateau de l'école. Parce qu'il y avait, l'école avait un plateau. OK. Alors, avant, il fallait faire le découpage Ah oui. sur la banque avec une craie. J'arrive à la classe, c'était même un peu en retard. Il était nerveux, le professeur. Monsieur, votre découpage. Ouais. Je prends la craie et je fais un cercle. Il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est, monsieur?
qu'est-ce que vous foutez de nous? Non, j'ai dit, c'est un panoramique 360 degrés. Et c'est explosé. Aller vendre du génie en Grèce, etc., etc., etc. Il a appelé le directeur. Il a dit, soit lui, soit moi. Ils ont fait une erreur. Mais ça l'annonçait votre cinéma déjà, Oui, par exemple. oui, mais il y avait la grève des étudiants, tout de suite après, Ah oui, 68, là. la grève des autres professeurs. Mais lui, il a dit ça, etc. Alors le directeur il m'a dit, monsieur, je suis obligé, etc., etc. Voilà, ça c'est l'histoire. Et vous ne ferez jamais votre panoramique à Non, 360 après, j'ai fait mon premier film que j'ai fait. Je fais un film fiction à Paris, 16 mm, avec l'argent de mes camarades de l'IDEC. Moi, j'avais rien. Et c'était surtout les Français qui vous ont non, aidé. j'avais déjà tout le monde. L'idée, c'était que ce monsieur, il a un chemin à faire. Voilà. C'est vrai. Et pourquoi revenir en Grèce? Ouais. Parce que on sentait, bon, à cette époque-là, la dictature revenait, on sentait une oppression politique. Non, la dictature, est arrivée un peu plus on ne le tard. savait pas. Ah, vous saviez pas? Vous Non. ne saviez pas. On ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait une OK. dictature. OK. Non. Il y avait des émeutes. Parce qu'il y avait le roi qui avait licencié le Premier ministre, le gouvernement, élu légalement. Alors il y avait un gouvernement d'apostates, c'est ce qu'on appelait apostates, c'est-à-dire qu'ils sont partis du parti qui a été élu, c'est-à-dire le Parti démocratique, et ils ont fait un gouvernement posté par le roi. Alors là, il y a la jeunesse qui s'est explosée, etc., etc. Et moi, j'avais, quand plus tard j'ai connu René, je lui disais que, vous savez que pour une petite coïncidence, je ne suis pas devenu votre assistant à l'époque. Je ne me rappelle plus même les films qui tournaient. J'avais trouvé d'aller comme assistant dans les René pour, c'est-à-dire assistant stagiaire pour son film. Et je suis rentré en Grèce pour revenir de nouveau et continuer. Peut-être j'avais décidé de rester en France. Oui. Comme Costa de Vras. Oui, par oui, exemple. Costa, ben oui. Mais quand même, vous êtes toujours demeuré attaché à la Grèce pour nous, vos films. Ben, vous savez, c'est oui, bien sûr, mais l'époque, c'était... Et alors, je descends de l'avion, je prends le bus pour arriver chez moi, tout ça. Et quand je descends, il y avait des conflits de police, les policiers, il y avait les étudiants, manifestations d'étudiants. La police battait comme ça n'importe qui. Et j'étais battu. Ils m'ont cassé les lunettes. Oui. Et alors, au moment où je pensais sur l'asphalte pour trouver mes lunettes, je suis resté un tout petit peu, comme ça. J'étais choqué. C'était pas un simple incident. Pouvait le dépasser. Non. Ça m'a créé presque une rage? Non. Un besoin de comprendre. OK. Et est-ce que c'est ça qui explique? Et aussi de comprendre comment on arrive là. Mais ça, c'est vraiment vos films. Et là, c'est ça, c'est tous vos premiers films, hein? Ouais, C'est ouais. la Constitution, Jour du 36, Les Ouais, Chasseurs. exactement. Et on voit vraiment que la matière filmique, bon, vous avez votre écriture, mais que la matière filmique, elle est politique.
Oui. pour questionner finalement les choix politiques de la Grèce. Oui, j'étais amené. Il y avait aussi d'autres histoires. Après, il y avait en 1944, il y avait la guerre civile. Mhm. Moi, j'avais 9 ans. Mon père, il a été arrêté par mon cousin. Mon père, il était libéral, mon cousin communiste. Mais les passions à l'époque étaient terribles. Mhm. La famille ne comptait pas. Moi, j'avais 9 ans. Mon père a été mené en dehors d'Athènes pour être exécuté. D'après ce qu'on avait comme moi, avec ma mère, nous sommes allés en dehors d'Athènes, dans les champs, pour les chercher. Il y avait des cadavres partout. Et on ne l'a pas trouvé. Ma mère m'a porté de noir. Elle croyait que mon père il est mort. Un jour, un après-midi, la guerre civile a déjà un peu s'est calmée parce que ça continuait après. Il y avait première guerre civile et deuxième guerre civile. Je vois que mon père, je jouais dans la rue au football. Ça, ce voyage, Football. voyage à Citerre qu'on a vu hier. Oui. Mais quel football? On avait des balles faites avec n'importe quoi. La laine. Il y avait des Il n'y balles. avait plus rien. Et je vois de loin venir mon père, sans souliers, rien, avec délabré complètement. Je cours, j'appelle ma mère, et je me rappelle, je vois l'image de ma mère, en noir, qui courait vers lui. Ils sont restés comme ça, quand ils se sont rencontrés. Puis on est revenu à la maison. On était tellement émus que personne ne parlait. On est assis autour de la table. Il y avait une soupe seulement, pas plus que ça. Et personne ne parlait, c'était le silence. Ma femme, ma mère, pleurait. Et ça, c'est la première scène de la reconstitution, qui est mon premier film. Ah oui, mais dans Voyage à Citerre, ici, qu'on revoyait hier, il y a aussi c'est le retour du père. le retour du père, puis là, il y a la Bien table, sûr. puis la mère qui dit Oui. on va manger de la soupe ou quelque chose comme ça. Oui. Mais j'ai l'impression, parce que même à partir de Voyage à Citerre, on a souvent dit que vos films étaient plus existentialistes. Mais j'ai l'impression que malgré tout, il reste toujours ce fondement politique, social qui entre-déchire les gens. Je suis marqué. Ouais, hein? Je suis marqué. Ouais. Ouais, parce que votre cinéma, il y a toujours cette sous-couche latente. Hein? Oui, et puis en plus, au moment où moi j'ai commencé à faire des films, c'était la dictature. Ouais. Donc les problèmes se posaient encore une fois. Et la dictature, c'était pas une dictature innocente. Des amis qui éclipsaient, disparaissaient. On découvrait après qu'ils étaient en prison. Un assistant que j'avais, il a été arrêté et battu. Battu avec des migraines, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il avait aussi des hallucinations. Pendant les tournages des voyages de comédiens, c'était vraiment c'est là où... Oui. Et c'était là, presque vers la fin de la dictature. Et là, tous les gens qui ont subi des tortures, des choses comme ça, quelques-uns sont sortis. Mais ils étaient des hommes blessés et traumatisés. Donc c'est à cause. Oui. C'est parce que vous avez été marqué que l'ensemble de vos films Exactement. sont politiques. De l'autre côté, vous imaginez la situation. Mon premier producteur, c'était un
de reconstitution, le producteur, c'était un technicien de cinéma, c'était un électricien qui avait vu un court-métrage. Il m'a dit, je vais faire avec vous, je n'ai pas d'argent, mais je vais travailler comme électricien, je vous envoie ma paye. Vous pouvez faire le film avec ma paye. Alors, j'ai fait le film, personne n'était payé. Noir et blanc, très peu de prises, et le film s'est fait. Ouais. L'autre producteur, c'était un fils d'armateur, Donc plus riche. riche. Parce que sa femme, la femme qui s'est mariée, c'était mon ex-élève à l'école du cinéma d'Athènes. J'étais professeur pendant une année à une école de cinéma à Athènes. Mais elle voulait, parce qu'elle était riche aussi, elle voulait de leçons privées. Alors j'allais chez elle et je lui donnais des leçons privées. Ça, c'est jour de 36, hein? Vous parlez de jour de Je 36. dirais 6. Et c'est bien qu'il y avait plus d'argent. Fils d'armateur qui a fait un film politique pendant la dictature. Alors, vous voyez que là... C'est compliqué la Grèce, là. Non, c'est que tous les gens étaient contre la dictature. Ah, ok. Tout le monde était contre. Wow. Mais c'est bien qu'il y ait plus d'argent parce que vous avez commencé à faire des films de 3 heures. À partir de ce moment-là, avec la Constitution, il n'y a pas beaucoup d'argent, 1h30. On a un peu plus d'argent. Et là, on fait des films de 3 heures. Oui, voilà. Les voyages de comédiens, c'est fait par les mêmes. Ah oui? Les mêmes. Et là, c'est... lui, il avait peur, le producteur. Alors, il a dit, OK, mais je t'amène l'argent et tu fais tout ce que tu veux. Moi, tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Il n'a pas indiqué son nom. Hein? Il ne voulait pas indiquer son nom. Il ne voulait pas mettre son nom. Non, après, oui, pas du tout. Quand le film a eu du succès, il a mis son nom. Oui, bien sûr. Mais c'était après la dictature. La dictature est tombée. Ah, OK. Les voyages de comédie sont sortis après la suite de la dictature. Il a été présenté à Cannes. C'était l'explosion de Cannes. Mm-hmm. Et vous avez parlé d'un aspect que je trouve extrêmement important dans votre cinéma, c'est, en vous référant à vos antécédents familiaux, c'est le silence. On dirait que dans vos films, le silence a une portée dramatique. C'est comme si... Puis c'est quand même intéressant parce que vous étiez écrivain, poète, et c'est comme si dans vos films, vous retiriez les mots, finalement, pour imposer le silence. Oui, je ne sais pas pour quelle raison, mais je peux vous dire que aussi ça a été quelque chose. Par exemple, dans l'occupation allemande, pendant l'occupation allemande, à la maison, on ne pouvait pas parler fort. Mm-hmm. Il y avait des rideaux sous les fenêtres pour allumer la lumière, et on fermait. Et aussi, on ne parlait pas très fort. Donc, ça a été pratiquement et symboliquement une période de silence. Et je ne sais pas si ça vient de ça ou non. Ouais. Parce qu'après... Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'après, vous êtes cinéaste, puis souvent, dans vos films, vous décidez d'enlever où il y aurait pu y avoir des dialogues, vous l'enlevez, Oui, vous savez que pour moi, le cinéma, c'est l'image. Donc, je n'aimais pas beaucoup, par exemple, il y a des cinéastes dont les films sont des films très parlés, comme Romer, par exemple. Beaucoup. J'aime bien parce que je le considère comme une particularité française, mais ce n'est pas mon cas. Et puis, vous savez que malgré ce qu'on dit, le grec parle beaucoup. Hein. Oui. Il parle beaucoup. Oui, les restaurants ici. Non, il parle beaucoup, c'est vrai. Mais donc, de ce point de vue, je ne suis pas grec. De ce point de vue, je ne sais pas
d'où je viens. Mhm. Mais je pense que le silence parfois est plus éloquent que les dialogues. Et qu'il ne faut pas considérer les spectateurs comme des spectateurs idiots. Mhm. Et qu'ils comprennent, ils sentent. Oui. Et ça, c'est parfois très fort. Et là, je suis d'accord avec le travail qui fait Andrei Tarkovsky. Ouais, Tarkovsky, oui. Mais votre cinéma est quand même différent de celui de Tarkovsky. On c'est pas la même, c'est pas le même type de recherche. Hein. Non. Non, pas du tout. Lui, il est métaphysique. Il était métaphysique, alors. Métaphysique. Moi, j'ai fait un film, Paysage de le brouillard, où il y a une statue, une main, etc., où le doigt est coupé. Si Tarkovsky faisait la même chose, il l'aurait montré. Parce que lui connaît la direction, moi je ne la connais pas. Et c'est intéressant quand vous mentionniez que vous êtes apatride. Donc vous n'avez pas de patrie, parce que ça revient souvent dans vos films. Ces personnages se cherchent une patrie. Hein. Oui. Ils cherchent un lieu d'équilibre entre eux-mêmes et eux-mêmes, et eux-mêmes et le monde. Oui. Il y a une phrase dans le Passeport de la cigogne, dite par Mastroianni. Alors Marcello dit, c'est le dialogue du film, nous avons traversé les frontières et nous sommes encore là. Combien de frontières on doit traverser pour arriver chez nous? Chez nous, c'est là, point d'équilibre. C'est la patrie idéale. Et il y avait cette recherche-là aussi dans le regard d'Ulysse. Les Bien frontières, sûr, hein. absolument. Ça revient toujours. Hein. Oui, le regard d'Ulysse, c'est exactement ça. Ouais. Alors, nous sommes de retour, toujours l'émission Derrière l'image, et en compagnie, encore une fois, du cinéaste Théo Angopoulos. On rappelle qu'il est ici à Montréal, le cadre d'un hommage qui lui est rendu à la Cinémathèque québécoise. Rebonjour. Bonjour. J'ai l'impression que Voyage à Cythère est un film finalement un peu frontière. Hein. C'est peut-être une des premières fois où on explore un univers un peu plus personnel et également cet enfant. Hein, parce que le film débute avec un enfant. Bon, le premier épisode, c'est un jeune garçon qui court et il a l'allemand derrière lui. C'est personnel, tout à fait. Ah, vous avez fait ça? Ça m'est arrivé, oui, bien sûr. Donc, un soldat allemand est debout? Non, c'était l'entrée des Allemands à Athènes en 1941. J'avais 6 ans. Et la maison, il y avait une fenêtre assez basse, donc je pouvais sauter et sortir dans la rue. Et ce jour-là, il y avait l'entrée, la ville se taisait complètement. Il n'y avait pas un même bruit, rien. Pas une voiture, rien. C'était le deuil. Oui. Alors, moi j'ai écouté, les tanks allemands qui entraient sur la rue qui était un peu plus loin que la maison. Parce que c'était l'entrée d'Athènes. Mais moi, j'avais mes cousins de l'autre côté de la rue, de cette rue. Mes cousins avec lesquels je jouais. OK. Alors, j'ai sauté là pour aller trouver mes cousins. Ben oui. J'étais étonné de voir que la rue était vide, complètement, personne. Je montais la rue, et là, je vois sur la route par laquelle entrait l'armée, un jeune soldat, un blond, qui avait comme ça les mains, avec une sorte de... où montrer là, passé ou n'est pas passé. Ah, OK. Et comme il était resté, parce que les tanks sont passés, ils attendaient les autres. Je suis allé s'approcher que pour jouer, j'ai donné un coup comme ça sur sa main,
Et la chose qui tenait Tombé. est tombée. Il s'est tourné, surpris. Il m'a regardé, petit gosse. Moi, j'ai couru. Lui, au début, il ne savait pas quoi faire. Et puis, il a commencé à courir derrière moi. Oui, c'est ce qu'on voit. C'est bien ce qu'on voit dans le film. Oui. Moi, j'entre dans la cour de ma tante, où il y avait mes cousins, et où il y avait une chose dans laquelle on lavait les habits. Le linge, etc. oui. Oui. Et j'entre dedans, je disparais parce que c'est tout petit. Lui, il est entré dans la cour, il ne m'a pas trouvé, il est parti. Et ça, c'est Le premier en plan, fait, c'est c'est le premier plan, la première scène de première Voyage à scène. Citer. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un détail je veux dire, particulier dans Voyage à Citer, c'est qu'après ça, on entend la voix d'un réalisateur, Alexandre, et qui met finalement un peu en scène la mémoire. Ça, c'est intéressant parce que déjà, on apprend par la suite, bon, ça va être un peu mettre en scène cette mémoire-là. Ouais. Et là, finalement, réalisateur, vous, Mais bien votre sûr, enfance, Ouais, Alexandre. Ouais. Alexandre devient finalement un Ouais. peu votre alter ego à partir de ce moment-là. Ouais. Le film précédent, qui était Alexandre le Grand, Ah oui, ça, c'est un c'est autre film. terminé, film. Avec l'enfant. avec mon enfant qui entrait sur une mule dans les villes en disant que c'est ainsi qu'Alexandre le Grand Le grand. est entré dans les villes. Et je fais Alexandre après Alexandre. C'est vrai. Voilà, c'est une sorte de continuation du nom. C'est très souvent d'ailleurs que j'emploie le mot Alexandre ou le mot A, tout simplement. Donc, le voyage à Citer, c'est une vraie histoire. Mais il y a le retour du père, Oui, puis il y a la recherche d'un équilibre, comme vous avez dit. une vraie histoire, pas mienne, hein. Moi, Et c'est des exilés. mais non, un de mes assistants, il avait son père et sa mère. Donc, son père, il était un révolutionnaire. Il est parti après la défaite de l'armée révolutionnaire en Grèce, après la guerre civile. Il est parti. Bon, ils sont partis tous dans les pays de l'Est. Lui, il est resté, d'après les indications du parti, il devait rester en Roumanie. Ils sont passés des années. Sa femme a été arrêtée à cause du fait que lui, il était un révolutionnaire. Sa femme était en prison à cause de ça. Les enfants sont grandis par des parents ou des choses comme ça. Alors, ce garçon, quand il a grandi, il est allé en Suède étudier, parce qu'il y avait une tante, quelque chose. Et après, à un moment, il a voulu faire, quand sa mère est sortie de la prison, et son père, il restait toujours, papa, il avait la permission de revenir. C'était mon assistant, Alexandre le Grand. Ah, donc, C'est là, il y a il m'a une raconté suite aussi du l'histoire. film. Ah oui. Et alors, il a provoqué une rencontre avec son père et sa mère. Ça faisait 30 ans qu'ils ne se sont pas vus. Alors, sa mère est partie, mais il ne pouvait pas aller directement en Roumanie, parce que ce n'était pas permis. Et elle est allée à travers la Suède, avec les fils. Ils sont arrivés. La rencontre, c'était dans un café au centre de Bucarest. Oui, de Bucarest. Les fils, il avait déjà vu son père avant de provoquer cette rencontre. Donc le père les connaissait. Ils se sont assis tous les trois. Mais les deux vieux, ils étaient très timides. Ça faisait 30 ans. Alors ils ne se parlaient pas, ils ne se regardaient pas. Et lui, il a essayé de le faire sans succès. Alors, il avait une idée. Il dit, je vais acheter des cigarettes. Il est parti, il s'est caché derrière quelque chose et il regardait. Et à un moment, il a vu la main de son père qui s'approchait vers la main de sa mère. Sa mère, la main, regardez que c'est une scène ça. Oui. La main de sa mère était immobile. Lui, sa main est allée
s'est posé. Mhm. Et puis, il a fait une sorte de caresse. Et la main, l'autre, commençait à bouger aussi. Et il y avait le premier mot. Il n'a pas entendu que c'était le premier mot. Mais quand même, il y avait le premier mot. Et lui revient. Et déjà, c'était... beau. Ces gens-là, ces deux personnes, se sont rencontrés plus tard en Grèce, quand lui, il avait la permission de revenir. Ouais. Et ils sont allés marcher dans la rue avec la main dans la main jusqu'à la fin de leur vie. Mais ça, c'est pas dans le film. Mais c'est beau. Mais c'est un peu c'est la fin du film également. Ouais, ben C'est un oui, peu parce que c'est la fin. la dérive, dérive, ouais. Le fait qu'il jouait du violon, est-ce que c'est vous qui avez ajouté ça? Parce que je trouvais ça très beau. C'est moi qui... OK, c'est Ça, très c'est- beau, ça, parce c'est que à quand moi. on l'entend, Ça, c'est à moi. c'est très beau. Et ça, c'est un aspect dont on parle très peu de vos films, c'est la musique. On parle beaucoup du plan séquence, on parle beaucoup, bon, on va revenir sur la temporalité, mais on évoque rarement, finalement, la musique de votre film. Et il y a quelque chose, hein, on dirait que vous êtes fondamentalement, plus même musical que de l'image, parce qu'il y a un rythme à vos plans, et Oui. il y a un rythme toujours, finalement, à tous les niveaux sonores. Et la musique accompagne le destin, souvent, des personnages, accompagne leur parcours. Oui. Vous savez que la rencontre avec un musicien, c'est une rencontre comme avec l'amour. C'est-à-dire, c'est les hasards, parfois. C'est-à-dire, moi, je rencontrais Hélène Karaintru qui a fait la musique pour Voyage à Citerre. Je le connaissais avant. Mais quand j'ai commencé à faire des films, je n'aimais pas beaucoup la musique des films parce que je n'aimais pas la musique qui accompagne le film tout le temps. Non. Comme c'était les films américains, D'accord. par exemple. Alors ça m'a gêné. Donc j'ai utilisé très peu de musique. Les Voyages des comédiens, par exemple, qui est un film où il y a la musique, mais Oui, c'est une ben musique oui, parce live. Ouais, qui est Ah oui, intégrée. oui. Live. Elle est Ah oui. toujours intégrée. Oui. Alors, Oui. c'est Voyage à Et c'est Citerre, pas du tout écrite pour les films. C'est une musique existante Ouais. dans les Voyages des comédiens. Ouais. Avec le Voyage à Citerre, par exemple, là, c'était Vivaldi, c'était autre chose, hein, c'était une des premières fois Non, que... non, c'est autre chose. C'est autre chose, hein. C'est autre chose. C'est-à-dire, et après, avec aussi, la première fois où j'ai utilisé la musique vraiment faite pour le film, c'est Alexandre Legrand. Ouais. Alexandre Legrand, comme je voulais faire une sorte de messe byzantine avec des solis et des chœurs et tout ça, alors j'ai fait appel à un musicien et moi je lui ai dit, écoute, comme à l'église il y a toujours le chœur, Ouais. mais il y a aussi le soli, qui est le pop qui dit là. Donc, pas la voix humaine, mais une flûte, ça sera le solo. Et le basso continuo d'une foule de gens qui disent, qui tient une sorte de secondo, mais continue. Alors, ça peut faire, c'est ce que je cherche. Il l'a fait, c'est vraiment, ça fonctionnait parfaitement bien dans le film. Mais après, je voulais quelque chose de différent. Comme j'aimais Vivaldi, naturellement, alors j'ai demandé que ce soit l'image de Vivaldi, la musique, mais qu'elle a la possibilité que cette musique, le thème musical, qui change, qui devient aussi jazz, qui devient musique populaire, qui devient classique. Oh, il y a tout ça dans votre film. Voilà. Oui. Moi, aussi, j'aimerais parler un peu. Lorsque je vois vos films, il y a le cadre. Souvent, c'est vide. Là, il y a quelqu'un qui arrive. Parfois, Souvent, il y a quelqu'un qui arrive. oui. Enfin, bref, je fais l'impression qu'il y a comme une mise en scène un peu de théâtre. Est-ce que le théâtre, c'était important pour vous? Avez-vous fait du théâtre? Est-ce qu'il y a quelque chose en rapport? Je n'ai jamais fait du théâtre, Non. malgré que je suis... Quoi? Vous n'avez pas combien de propositions. Oui, ils en avaient eu beaucoup, oui.
Vous avez refusé? Ouais, monter des pièces, des classiques, Oui. Achille, oui. Euripide, etc. Ah, mais ça serait bien. Euripide et compagnie. Hey, ça serait bien. À Épidore et tout ça. et tout À Épidore, ben oui. ça. J'étais aussi appelé par l'opéra de Milan pour monter un opéra. Oh, oui. Euh, Mais non. non, c'est pas fait. Une fois, j'étais appelé dans en Italie aussi, une ville pour un opéra. Et bon, j'ai dit, je viens voir c'était un théâtre ouvert, un grand théâtre de l'Antiquité romaine. Oui. Et derrière, j'ai vu une grande grue, énorme. Alors, au moment où on parlait de ça, j'ai dit, écoutez, je vais le faire si le premier acteur, c'est-à-dire celui qui annonce la pièce, Mhm. descend avec la grue au milieu de la... Il m'a dit, mais... Mais en fait, cette anecdote est très représentative de votre cinéma parce que on a toujours l'impression que vous outrepassez les codes au niveau... Le plus bel exemple, c'est au niveau de la temporalité. Non, je vais vous dire quelque chose, que le cinéma, depuis sa naissance, avait deux tendances. Méliès, lumière. Méliès, lumière. Ouais. Méliès, c'est La fantaisie. fantaisie. Aussi, de l'autre côté, vous savez que le premier, la sortie de l'usine, etc., c'est un plan séquence. Oui, c'est vrai. Mhm. Non? Oui. Ouais. Puis on Une entrée dans le champ. Voilà. est probablement mis en scène. Aussi, autre chose. Les premiers films, muets, etc., il y avait ça. Il faut regarder bien Chaplin pour voir combien de fois, lui, il entre et il sort. Oui, c'est vrai. Mais vous, Attendez. Regarde. Ouais. Vous avez vu Mizoguchi. oh oui, ah oui. L'espace off, Off. c'est très souvent Mizoguchi. Non, je peux vous dire que tout existe, préexiste. OK. Naturellement, avec différentes formes et différentes utilisations. Et, si vous voulez, tout est cinéma. L'image est cinéma. L'écriture change. Il y a l'écriture avec des longues phrases, donc les plans séquences, et des courtes phrases, donc le film découpé. Hey, je Et dis en littérature, c'est la même chose. Ouais. Il y a les gens avec des phrases très courtes. Je dis par hasard Hemingway. Et oui, des phrases très longues. Proust. Proust, pas seulement. Faulkner. Ah, oui, Faulkner. Ah oui, Faulkner. Oui. Et je peux vous dire encore quelqu'un, Homère. Dans Iliade, la description des armes d'Achille prend 5 pages. Et le final de James Joyce, le dernier chapitre, Ah oui. c'est 100 points, 100 virgules, ça rien, c'est un monologue de Molly. Oui, c'est vrai. Je l'ai lu. Oui, oui. Alors, tout existe. Mais vous réussissez à travers ça, par exemple, à l'utiliser à votre façon. Parce que dans les faits, même dans le plan séquence, ce qui me frappait, c'est quand on regarde un petit peu vos films, c'est que les plans séquences dans vos différents films n'ont pas tous la même signification. Donc, au début, dans les premiers, on sent que l'espace, le temps est très présent, alors que dans Voyage à Citer, on suit les personnages. Donc, même finalement, vous modelez ce langage à un propos. Selon les films. Ouais, selon les films. Oui. Selon le film. Chaque fois, chaque film demande son écriture. Et ça, c'est... Regardez, par exemple, il y a un cinéaste, il y a une revue américaine qui avait demandé à Gus Van Sant, l'américain. Gus Van Sant.
s'il est influencé par moi, il a dit, j'aime beaucoup Angelopoulos, mais je suis plus influencé par l'Hongrois qui fait des plans. Jiangsu? Yang-Cho. Jiangsu? Non, Bianco. Non, non. Bellatar. Ah, Bellatar. Bellatar. Ah oui, Bellatar. Bellatar. Ben oui. Bellatar. Et c'est vrai que Bellatar, il fait. Il y a aussi Sokurov. Sokurov, oui, Ah oui, Sokurov. Ah ben oui, oui, c'est... Donc, il y a une réunion maintenant en Espagne dans un mois. Il y aura une rencontre entre Sokurov, Bellatar et moi, là, dans une réunion. Sokurov, Pour parler du plan séquence? En tout cas, c'est un hommage à toi. Sokurov a des problèmes de santé, là, mais j'espère qu'il va mieux. J'espère Oui, qu'il va là, mieux. il a des problèmes de santé. Quand moi je l'ai vu, etc., il est venu, et j'étais en Russie, il est venu me trouver, et là, il était vraiment... Combien d'heures est-ce qu'il reste? Quelques minutes. Je sais pas. Moi, je voulais aussi aborder, je ne sais pas si Guy, tu peux encore parler de film, mais hier, lorsque vous avez présenté à la Cinémathèque, vous avez tenu à mentionner le fait qu'à l'heure actuelle, en Grèce, la situation économique difficile fait qu'il y a des conséquences sur la culture et sur le cinéma en particulier. Sur les financements. Et c'est ça. Peut-être dire un mot sur qu'est-ce qui se passe On en parle fait. quand même. non? Oui, oui. Ouais. C'est-à-dire, vous savez que dans tous les pays, et pas en Grèce seulement, dès qu'il y a un problème économique, le premier qui est touché, c'est la civilisation, c'est la culture. C'est-à-dire le cinéma, le théâtre, les subventions diminuent. Parce que comme il n'y a pas de réaction de la part des artistes, Ouais. qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent faire la grève. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Rien. Tandis que si on coupe aux ouvriers, les ouvriers Ouais. se révoltent. C'est vrai. Il y a des conséquences. En culture, il n'y a pas de conséquences. Donc, ils coupent. Mais Et c'est ce qui est assez terrible, c'est que les sommes qu'ils donnent pour la culture, moi je me rappelle Mélina, qui, la pauvre, Mélina, qui est ministre de courait la Culture. pour trouver de l'argent pour les ministères, etc. Donc l'argent pour la culture, c'est pas énorme, c'est rien presque par rapport. Et pourtant, c'est là où je crois que ça va toucher surtout la nouvelle génération. De jeunes cinéastes grecs. Ouais. Qui, ça serait dommage, parce qu'en ce moment, il sort une nouvelle génération Oh oui. très intéressante. Oh oui. À Cannes l'an dernier, c'était quoi? Dog À 2? Cannes, Dog 2 qui avait gagné le prix oui. de Voilà. certains regards. Et à Venise, il y avait un autre film qui a été primé, un autre film Dune, premier film. Et il y avait deux autres sélectionnés pour Venise. Il y avait un court-métrage aussi qui a fait sensation, et c'était mon assistant, d'ailleurs. Plan séquence. Et J'avais espoir quand même que ça va s'améliorer, ou vous êtes pessimiste, ou ça va... Vous savez, là, il y a un livre que j'ai découvert à un moment d'un écrivain suédois qui s'appelle Gustafsson. Le livre s'appelle La mort d'un apiculteur. Et c'est un livre que j'ai lu avant de faire l'apiculteur. L'apiculteur, oui. Dans ce livre, il y a quelqu'un qui meurt. Et il prend des notes, il écrit. C'est un journal, c'est un monologue, le livre. Et de temps en temps, il crie, presque. Il écrit, mais c'est un cri. Il crie. On ne se livre pas, on continue. Alors, si vous me demandez si je suis pessimiste ou ça, je peux vous répondre avec ça. D'accord. Et je pense aussi que c'est important, que moi, ce qui me frappe énormément, c'est la difficulté qu'on a à voir vos films.
c'est assez particulier qu'un cinéaste de votre renommée, qui a fait des œuvres si ça importantes, prend des rétrospectives. puisse avoir autant de difficulté à que les films circulent et que les copies soient de bonne qualité. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de conservation. Comment se fait-il qu'on se retrouve finalement avec malheureusement, le centre du cinéma grec est dans une situation incroyable. Les gens ne pensent pas, c'est-à-dire les directeurs et aussi les différents gouvernements qui ne savent pas. Ils ne savent pas que ça c'est du patrimoine, que c'est très important pour les nouvelles générations de voir une cinémathèque. D'abord, devait être la cinémathèque qui il pouvait conserver tout ça en même temps avec les centres du cinéma grec. On se bat depuis des années pour arriver à persuader les différents gouvernements et les différents ministres de la culture pour ça. Non, il y a toujours, malheureusement, des ministres de la culture indifférents, ignorants. Et parfois, je dirais, illettrés au point de vue cinéma, théâtre, etc. Peut-être ils étaient de bons avocats. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire, moi je pense combien il a offert à la culture française la présence de Jack Lang au cinéma. Jack Lang, oui. Avec le temps, quel film a été le plus difficile à faire? Qui vous a vraiment demandé une volonté hors du commun pour dire on va le finir, lui. Parce qu'on a toujours l'impression que c'était facile pour vous de faire du cinéma, alors que je suis persuadé que c'est pas le cas. Eleni, le vrai nom, le vrai titre, c'était The Weeping Meadow. Ouais. Eleni, on l'a vu ici au Festival du film de Montréal. Oui. Ça, c'était très difficile, parce que moi, j'ai sorti d'une maladie, j'ai failli mourir, et alors j'étais avec de la cortisone pendant tous les films, et je l'ai fait en 2 périodes. Et c'était extrêmement difficile parce que c'était un lac qui pendant l'été reste vide. Et il reste vide jusqu'au mois de décembre. Après, commence à se remplir. Le printemps. Alors, il fallait tourner jusqu'au décembre la partie où on avait construit pendant l'été 100 cabanes de maisons de paysans oui, je me rappelle. au fond du lac, avec aussi une église, une maison à 2 étages pour les chefs de etc. Tourner une partie et puis attendre. L'eau monte, couvre le village, on voit ça, et on tourne la 2e partie. Et on n'est pas arrivé à le faire la même année. On a attendu l'autre. Et ça, c'était difficile. Puis c'est-à-dire, l'été prochain, on a complété cette partie qui n'était pas... Mais et puis... il a trouvé les mêmes comédiens, puis tout, hein? Non, en plus, c'était des comédiens qui avaient du théâtre. Ah, donc... Mais là, votre santé est mieux. Ma santé est bonne. Bon, alors, nous sommes heureux. Mais là, est-ce que vous nous préparez un prochain film? Le prochain film a comme titre The Other Sea. Comment? The Other Sea. Ah, L'autre mer. L'autre mer. Et qui est un film sur un groupe de comédiens qui essaye de monter. On vous retrouve. Essaye de monter l'opéra de 4 sous de Brecht avec des grévistes d'une usine qui est en grève. Et les conflits entre 2 générations, entre une vieille génération et une nouvelle génération, et l'amour passionné entre les relations entre un père et sa fille. Bon, je crois, Guy. Merci beaucoup, M. Théo Angelopoulos. Ça fait plaisir. Et on a bien hâte de voir cette prochaine odyssée qui nous attend. Donc, à l'animation, Guy Ménard, Pierre Pajot, à la technique, Michael Gréco. Alors, Radio Centre-Ville, de retour la semaine prochaine. Merci.